Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de revenir sur mon bilan du mois d'août. Et pour être honnête, vu qu'il y avait d'une part le challenge Ice Cream Summer Challenge de Mr. Kev et d'autre part Pile à lire en déroute d'Alex Bouquin en Prada, on va pas se cacher, le mois d'août j'ai lu pas moins d'une vingtaine de livres. Et je ne pouvais pas décemment tous vous les présenter sans que la vidéo ne s'éternise sur des heures entières. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative que de vous présenter mes préférés, mes lectures marquantes, celles qui m'ont vraiment plu, séduite. Donc, vu qu'on est parti sur un petit top 10 des familles, je vais m'empresser de terminer cette intro et vous les présenter un par un. Premier livre de ce top 10, il s'agit d'un double tome signé Agatha Christie. On va se plonger du coup dans le polar avec Meurtre en Mésopotamie et Une mémoire d'éléphant. Ce double tome est une parution Françoisir, donc je ne pense pas que vous puissiez facilement le retrouver à moins d'écumer les brocantes et bouquineries d'occasion. Toutefois, sachez qu'il existe certainement en tome simple cette fois. Mais je pense que ça va être assez facile de retrouver les tomes en solo, donc n'hésitez pas à regarder les différentes éditions possibles. En gros, Meurtre en Mésopotamie, on a une histoire de chantier de fouilles archéologiques avec une infirmière qui est demandée pour prendre soin de l'épouse de l'archéologue qui est en charge du chantier de fouilles. Mais évidemment, ça va pas se passer comme prévu, il va y avoir une série de meurtres et de petits incidents en tout genre qui vont conduire Hercule Poirot, qui passait par là après avoir résolu une énième énigme, et il se dit que ça serait une bonne idée de venir mettre son nez dans cette affaire. Et pour ce qui concerne Une mémoire d'éléphant, les Ravenscroft sont trouvés morts, on conclut à un double suicide, mais il se pourrait que ce soit un petit peu moins simple que ceci. Et c'est Hercule Poirot bien des années plus tard, parce qu'une de ses amies va avoir un peu la déconvenue d'être pointée du doigt par une personne qui l'interpellait à une soirée littéraire. Donc Mrs. Oliver se dit que la seule chance qu'elle ait pour résoudre cette histoire, c'est de contacter son vieil ami Hercule Poirot. C'est un très bon double tome, j'ai adoré chacune des histoires, j'ai trouvé les enquêtes vraiment bien menées, j'ai trouvé les personnages très intéressants que dans les deux histoires, j'ai trouvé Hercule Poirot toujours à la hauteur d'Hercule Poirot, hein. Ce personnage est vraiment hyper intéressant à découvrir et à suivre, ça donne toujours des petits dialogues assez savoureux et des situations un peu rocambolesques, un peu truculentes que j'aime beaucoup. La plume d'Agatha Christie est toujours aussi soignée, aussi poussée dans les détails, et j'avoue que j'ai aimé les deux histoires mais pour des raisons totalement différentes. Meurtre en Mésopotamie, j'ai plutôt aimé l'ambiance qui est très poisseuse, qui est très lourde, qui est très... Comme on a plusieurs meurtres en fait, on a là une espèce de chape de plomb où il y a beaucoup de suspicions qui s'installent. Donc c'était très intéressant du côté de l'ambiance. J'admets que j'avais un petit peu percé le mystère, mais c'est toujours plaisant de découvrir qu'il y a des sous-intrigues dans l'intrigue, et ces sous-intrigues je les avais pas vraiment vues venir, donc c'était plutôt assez intéressant. De l'autre côté, Une mémoire d'éléphant, j'admets que comme on est sur la voie, la piste des éléphants, qu'il faut retrouver toutes les personnes qui ont gravité autour des Ravenscroft et remonter comme ça le fil du passé, on se retrouve à rencontrer des gens qui nous redonnent des informations qu'on avait déjà. Et c'est là le génie d'Agatha Christie, c'est qu'on pensait en fait avoir déjà entendu cette histoire, et voilà, Agatha Christie c'est une affaire de détails, et en fait chaque témoignage apporte son lot de petites choses, de petits éléments, de petites subtilités qui font que j'avais pas prévu la fin. Je me suis posé des questions jusqu'au bout, j'avais cru avoir entrevoir la vérité, j'avais que un petit fragment finalement du retournement final, donc je suis très contente de ces lectures.
C'était une bonne surprise dans les deux cas. En tout cas, je suis méga contente d'avoir pu lire ces deux livres. J'espère pouvoir continuer ma collection d'Agatha Christie et pouvoir lire d'autres livres prochainement. On va rester dans le mystérieux, dans les meurtres, les affaires de suspicion, de chape de plomb, on ne sait pas qui est le coupable, de qui est l'innocent. On va rester dans ces affaires d'empoisonnement, de huis clos, mais cette fois on va se tourner du côté de l'Asie, d'une cour impériale et d'un manga, puisque je vais vous parler du tome 6 des carnets de l'apothicaire d'Itsuki Nanao et de Deko Kurage. C'est, pour la faire courte, l'histoire des carnets de l'apothicaire, c'est celle de Mao Mao, une jeune fille qui se retrouve kidnappée alors qu'elle se promenait comme ça au calme et qui se retrouve une fois sortie de son kidnapping en plein milieu de la cour impériale avec son lot d'intrigues, de complots en tout genre et de meurtres à la chaîne. Et comme Mao Mao a des connaissances très particulières puisqu'elle est la fille d'un apothicaire, ces connaissances vont l'amener petit à petit à se mêler de diverses intrigues et à faire la connaissance d'un protagoniste un petit peu rocambolesque, à savoir Jinchi. Avec ce 6e tome, je vais probablement répéter ce que j'ai dit depuis le début sur cette saga, à savoir que, étonnamment, chaque tome m'emporte toujours, même si on a l'impression que l'intrigue met du temps à arriver et qu'il y a peut-être trop de sous-intrigues, trop de petites enquêtes par-ci par-là. Mais finalement, ce sont ces petites enquêtes qui permettent de construire les personnages, de mettre le décor et l'ambiance, et moi ça me ravit chaque fois. Je trouve que chaque tome est meilleur que le précédent, chaque tome m'emporte davantage dans l'intrigue, me rapproche un peu plus de Mao Mao et Jinchi, et ce duo c'est un vrai régal à suivre, ça est des histoires à tous les niveaux, et je suis super contente de continuer cette découverte, de continuer le manga là avec le 6e tome qui probablement est mon préféré, même si je dis ça à chaque tome facilement. Mais là on est sur une histoire qui commence à prendre de l'ampleur, on est sur un final qui est exceptionnel. On a un tome qui est quand même centré sur l'histoire, le passé de Mao Mao, même si c'est en partie encore bien mystérieux, mais on se sent davantage sur la relation Jinchi-Mao Mao. Bref, c'est un régal, les illustrations sont soignées, c'est toujours aussi plaisant à lire et moi je suis toujours à fond dedans. Et vu comment se termine ce tome-ci, j'ai vraiment hyper hâte de mettre la patte sur le 7e tome, histoire de le découvrir illico presto. On va rester dans l'espace géographique de l'Asie, mais cette fois-ci, on va se tourner du côté des romans, notamment d'un roman historique et d'une saga que j'aime beaucoup depuis la parution de son premier tome en 2020 maintenant. Il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans les Chroniques de l'érable et du cerisier, on suit Ichiro qui est un orphelin jeté sur les routes après l'assassinat de son maître, se retrouvant à Edo, la capitale du pays. De là, il fait la connaissance de Ina Hime, une jeune fille au visage couvert d'un masque de théâtre no. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur l'histoire des Chroniques de l'érable et du cerisier, parce que si je vous donne le résumé du tome 3, ça spoil beaucoup de choses je trouve, donc je ne dirai pas plus d'informations dessus. La seule chose que je vais pouvoir vous dire, c'est que je l'ai trouvé magistral. Ce 3e tome, il a... Déjà le second, je le trouvais meilleur par rapport au premier, mais le 3e, je le trouve encore plus prenant, encore plus captivant. La plume de Camille Monceau respecte à merveille l'écriture japonaise en général, qui est très lente, très contemplative, qui donne du volume, qui donne de la matière à la nature, à la faune, à la flore, qui a cette espèce
de maîtrise du rythme entre action, révélation. Camille Monceau maîtrise à merveille le rythme de son 3e tome, puisqu'elle s'est parfaitement usée de révélation, d'action et de contemplation pour donner un équilibre dans ce 3e tome où je n'ai pas vu les 500 pages passer. J'ai adoré suivre les différents personnages présentés et les dernières pages de ce 3e opus sont absolument fantastiques. Ça donne très envie de se jeter sur la suite, mais il va falloir patienter un tout petit peu puisque la suite est prévue en 2025. On va aller du côté du manga et du manga culte des années 80-90. Je vais vous parler du 5e tome de Sailor Moon de Naoko Takeuchi aux éditions Pika. Sailor Moon, c'est l'histoire d'Uzagi qui est une collégienne de 14 ans qui, en se promenant un matin, va tomber sur un chat qui lui parle et surtout qui lui confère des pouvoirs magiques. Et à partir de ce moment-là commencent les aventures de Sailor Moon et de ses amis, les différentes Sailor. Sailor Vénus, Sailor Mercure, Sailor Mars, Sailor Jupiter et d'autres qu'on découvre à travers ce 5e tome notamment, qui est un coup de cœur. C'est vraiment dans mon top 3 des livres du mois d'août. Avec le 5e tome, on arrive sur un nouvel arc narratif. On a des nouveaux ennemis, on a des nouvelles notions, des nouveaux pouvoirs aussi, et également des nouvelles Sailor à découvrir. Personnellement, j'ai passé un excellent moment avec ce 5e tome, probablement un de mes préférés jusqu'à présent, parce que j'ai adoré les thématiques abordées. Je trouve que Sailor Moon, c'est un excellent manga qui aborde des thématiques très intéressantes qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ces années-là. Et malgré les allures un peu rose bonbon, magical girl que donne à voir Sailor Moon, bah finalement c'est plus profond qu'il n'y paraît et on a des choses très intéressantes en matière d'intrigue, des péripéties que j'ai beaucoup aimées, des nouveaux personnages dont je suis très fan. Donc j'ai passé un excellent moment avec ce tome qui est en plus de ça dans une très belle édition, à pas se le cacher. J'adore les effets un peu irisés qu'ont les couvertures et le fait de mettre en avant chaque Sailor est une excellente idée aussi. Là c'est Sailor Vénus en l'occurrence. Donc je suis très très contente de cette édition qui est magnifique et qui permet de me replonger dans ce manga culte qui est un animé que je regardais beaucoup quand j'étais enfant. Donc je suis très très contente et j'ai hâte de découvrir le prochain tome. Avec le livre suivant, on va rester dans la magie, dans les personnages féminins, dans les histoires de famille et dans cette petite quête un peu de passé quelque part, puisque je vais vous parler du Grimoire d'Elphie d'Audrey Alouette, Ariston et Midi Ludwin aux éditions Tracou. J'ai pu emprunter les 2 premiers tomes du Grimoire d'Elphie à la médiathèque et j'en ressors très satisfaite. D'Elphie, c'est l'histoire de Magda, de Louette et d'Elphie, 3 sœurs qui ont perdu leur mère dans un tragique incendie. Depuis, Louette a fait des études et elle a pu dénicher un bus londonien, donc un bus à 2 étages qu'elle a retapé intégralement pour en faire une librairie ambulante. Elle reprend donc ses 2 petites sœurs, Magda et Elphie, pour faire un tour de la France et vivre en tant que libraire. Ces 2 premiers tomes, j'ai trouvé qu'ils étaient méga intéressants, déjà pour les thématiques qu'il aborde, pour les personnages, la diversité des personnages présentés, pour également le côté chaque tome a sa petite histoire, à sa région, son coin défini. C'était la Bretagne pour le premier tome, la Provence pour le second, avec des paysages qui nous plongent vraiment au cœur de ces régions. Les histoires, je les trouve toujours bien menées. Ça me rappelle un peu les carnets de cerises. On a des histoires qui sont très intimistes, qui sont très reliées aux 3 sœurs, mais également à leur mère et aux amis qu'elle avait de son vivant. Donc j'ai bien aimé en fait ce côté
intimiste, ce côté très chaleureux. Les trois sœurs ont des interactions hyper naturelles, en bien comme en mal, hein. Elles sont pas non plus 100% tout joyeux, mais il y a cette part de sensibilité, de tristesse, un peu de mélancolie qui vient se heurter aux couleurs très franches, très pétillantes, à l'humour qui est décapant, aux petites trouvailles aussi très intéressantes. Le grimoire par exemple, a besoin d'histoire pour pouvoir faire de la magie, on est sur des origamis, donc il y a plein de petites choses qui mis bout à bout font de cette série quelque chose d'entraînant, de pétillant, de touchant aussi et de passionnant. Et je suis vraiment contente, plus que ravie d'avoir pu emprunter ces 2 tomes et je suis impatiente de pouvoir découvrir les prochains. Le 3e c'est l'hiver, Noël et l'Alsace. Le 4e qui va prochainement sortir, lui est plutôt du côté des Pyrénées. C'est une invitation au voyage, il y a toutes ces petites choses aussi en rapport avec le monde du livre, les librairies ambulantes, l'écriture, l'illustration, certaines pages qui forment des pages de carnet. Quel élément fait que cette série est agréable à lire, à découvrir, très riche en émotions, et je suis impatiente de pouvoir aller du côté de l'Alsace et des Pyrénées pour les prochains. Pour le livre suivant, Elfie a une petite particularité, c'est qu'elle aime bien observer les étoiles la nuit, et je me suis dit que c'était un excellent lien vers le livre prochain, puisque je vais vous parler d'un album jeunesse, un album qui traite des constellations, de la nuit, des étoiles. Je vais donc vous parler des animaux dans le ciel de Sarah Gillingham aux éditions Phaidon, ou Phaidon, je ne sais pas trop comment on prononce. Chaque nuit, le ciel est plein d'étoiles, mais savais-tu qu'il est aussi plein de dessins? Regarde les dessins formés par les étoiles et devine de quel animal il s'agit. Le livre idéal pour initier les astronomes en herbe aux constellations. C'est un album jeunesse, je trouve le concept absolument génial. C'est vraiment une petite pépite parce que je trouve le procédé absolument intelligent. Chaque page nous lance une petite énigme qui est suffisamment nébuleuse entre guillemets pour pousser la réflexion, mais qui reste relativement simple pour deviner de quel animal il s'agit. Vous avez là la constellation en question qu'il va falloir trouver. Et si vous donnez votre langue au chat ou si vous pensez avoir trouvé, n'hésitez pas à ouvrir le rabat, histoire de découvrir l'animal en question et quelques petites informations supplémentaires dessus. Donc c'est un court album jeunesse cartonné, puisqu'il y a même pas une petite dizaine d'étoiles, de constellations présentées, notamment centrées sur les animaux, ce qui me fait dire qu'on tient là un concept vraiment génial et qui pourrait être décliné avec les autres types d'étoiles possibles, à savoir celles qui sont plutôt des objets, celles qui sont plutôt liées à la mythologie, celles qui seraient plutôt des créatures fantastiques, parce que je sais qu'il y a des dragons par exemple. Donc cet album, je le trouve vraiment super bien fait du côté du texte. Les énigmes sont poétiques et les informations sont scientifiques, certes, mais pas indigestes, pas pointues. C'est juste ce qu'il faut pour donner une petite anecdote, un petit truc en plus. Les illustrations sont superbes, minimalistes, certes, mais cette palette de couleurs permet de créer une uniformité, un objet livre qui est très beau à voir. On a du bleu, on a du doré, des nuances de bleu, parce qu'il y a différentes teintes de bleu. Donc je trouve l'objet intelligent, le concept vraiment génial, et le résultat est prenant et agréable à regarder. Qui dit constellation dit astronomie, qui dit astronomie dit tarot. Et là, je vais vous présenter une bande dessinée jeunesse, le premier tome d'une bande dessinée jeunesse, d'une créatrice dont j'aime beaucoup le travail et qui est une petite pépite, probablement ma lecture préférée de ce mois d'août. On est sur
Arcana de Serena Blasco aux éditions Dragon. Là, c'est le premier tome, le Coven du Tarot. Fauna vit sur l'île de Bâton et Flora sur l'île d'Épée. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Et ces deux jumelles qui ignorent tout l'une de l'autre sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures au Coven du Tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté. Mais rien ne va. En plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. Ce premier tome, alors il va être très introductif pour certains. Moi j'ai trouvé l'histoire très sympathique et l'univers tellement fouillé, tellement précis. J'ai quand même bien besoin d'un tome pour poser les bases, les personnages, les notions. C'est un univers qui marche avec les tarots, avec les arcanes majeures. On a des choses qui fonctionnent un peu avec de la divination, avec les pierres, la lithothérapie. Mais tout fonctionne parfaitement bien dans cet univers de fantaisie. Et j'ai trouvé ça astucieux, bien pensé. Là, si les bâtons, les coupes, les deniers, pour pas que ça fasse trop indigeste, trop de notions d'un coup, trop de choses. Certaines notions appartiennent à l'histoire, d'autres sont expliquées avec ces doubles pages. Ce qui permet de créer des coupures dans l'intrigue, des pauses qui sont salvatrices, moi je trouve. Ça ralentit la lecture, mais ça permet aussi de découvrir davantage de petites choses intéressantes. En plus de ça, les planches de Serena Blasco sont absolument magnifiques. Outre son usage des couleurs qui donne vraiment cet aspect très fantaisiste, très coloré, c'est des planches qui sont faites à l'encre et à l'aquarelle, et qui fait qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de petites choses sur lesquelles poser son attention, ce qui est reposant, je trouve personnellement, parce que ça permet de s'intéresser au découpage, ça permet de s'intéresser aussi aux détails. Donc je suis très contente de ce premier tome que j'ai trouvé passionnant, vraiment bien foutu, avec des personnages, même si c'est le début, on s'y attache. Moi j'aime bien Fauna et Flora, j'aime beaucoup cette prophétie qui indique des choses à venir qui vont être hyper intéressantes. Le résumé du tome 2 me vend déjà du rêve, donc je ressors de cette lecture extrêmement conquise et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans la suite des aventures de Fauna et Flora. Et pour terminer ce top des meilleures lectures du mois d'août, je vais m'atteler à rester dans mon domaine de prédilection, mon domaine chouchou, mon genre préféré, la fantasy, et je vais vous parler d'un ouvrage de non-fiction. Je vous présente Fantaisie et Moyen-Âge, qui est rédigé sous la direction de Victor Batagian et Anne Besson, mais qui regroupe énormément de spécialistes dans les questions du Moyen-Âge et de la fantaisie. Et ce livre est édité aux éditions ActuSF. À part, je l'ai obtenu à travers un financement participatif sur Ulule, mais sachez que depuis, il est en vente et accessible pour tous. Le Moyen-Âge merveilleux du Seigneur des Anneaux, du sorceleur ou de l'assassin royal vous fait rêver. Sorcières, magiciens et nains peuplent votre imagination depuis toujours. Chevaliers, vikings et mercenaires vous passionnent. Ce beau livre est fait pour vous. Toutes ces histoires, des contes de fées à Game of Thrones, exercent sur nous un extraordinaire pouvoir de fascination. Prenez garde pourtant. Explorer les arcanes de la fantaisie d'inspiration médiévale pourrait bien changer à tout jamais votre destinée. Derrière ces récits inoubliables se déploient des œuvres littéraires et artistiques multiples, de la légende du roi Arthur aux contes venus du monde entier, et leurs influences historiques sont légion. Invasion barbare, art de la guerre dans le Moyen-Âge européen, ou encore le Japon féodal, châteaux forts et femmes de pouvoir. Mêlées, sublimées, ces sources abreuvent des œuvres devenues incontournables. En gros, cet ouvrage permet de retracer une histoire de la fantaisie à travers son rapport à l'époque médiévale. Et donc vous avez là trois parties, une sur les inspirations littéraires et artistiques, une sur les inspirations historiques et la dernière sur les incontournables de la fantaisie médiévale, qui vous permettent en fait d'aborder
tellement de domaines, tellement de choses, tellement d'espaces géographiques, tellement de temporalités diverses aussi, que c'est un ouvrage qui est complet, qui est dense, parce que c'est assez... c'est écrit plutôt petit, on va pas se cacher, et c'est fait par des spécialistes, par des gens qui s'y connaissent, ce qui permet donc d'avoir des articles de qualité, d'avoir des informations très denses, très complètes, recherchées, précises, pointues parfois, d'avoir des informations hyper intéressantes pour quiconque aime la fantaisie ou l'époque médiévale, ou pour quiconque voudrait écrire de la fantaisie à l'époque médiévale. C'est une source de référence extraordinaire parce que ça permet aussi d'avoir des références de lecture de fiction, pas seulement des romans, mais également de la bande dessinée, mais également d'avoir des sources historiques. En plus de ça, je trouve la maquette bien faite. Il y a beaucoup de pages qui sont illustrées avec des sources très différentes. Il y a des peintures, on a de la sculpture, on a des planches de BD, des couvertures de livres, des captures d'écran de films ou de jeux vidéo même. Donc je le trouve très complet, très intéressant. Mon seul reproche que j'aurais à lui faire, mais 3 fois rien, peut-être que ça sera un volume 2, qui sait, mais d'aborder la fantaisie et l'époque médiévale dans la littérature jeunesse et young adulte, et d'incorporer aussi tout ce qui est manga, ou d'avoir quelque chose de plus poussé dans le jeu vidéo, la bande dessinée. Ma foi, c'est vraiment du chipotage parce qu'il est déjà fort complet. C'est ainsi que s'achève ce bilan de lecture du mois d'août, ce presque top 10 du mois d'août. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous voulez un bilan plus poussé, ce qui est compréhensible des 2 challenges que j'avais parlé très brièvement en début de vidéo, sachez que je compte faire un article pour y revenir plus longuement et y mettre également toutes les informations dont vous avez besoin si jamais un de ces titres vous a tapé dans l'œil. Je ne change pas mes habitudes, tout sera en description. N'hésitez pas non plus à regarder cette description puisque pas mal d'informations y sont également, pas mal de liens aussi qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à commenter, à utiliser l'espace commentaire histoire de me donner vos impressions sur les livres que j'ai présentés. Est-ce qu'ils vous tentent ou pas? Est-ce que vous les avez déjà lus ou pas du tout? Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser ici et à vous souhaiter une bonne fin de journée, un excellent week-end ou une excellente semaine. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!